Je vais vous révéler exactement pourquoi les chiffres de tension artérielle que vous visez depuis des années pourraient être dépassés et quel est le nouveau seuil de sécurité vitale après 70 ans. Pendant des décennies, on vous a peut-être dit que 140 sur 90 était la limite acceptable, mais des recherches récentes suggèrent que pour certains seniors, ce chiffre pourrait encore laisser vos artères sous une pression silencieuse et dangereuse. Cependant, descendre trop bas comporte ses propres risques, surtout si vous prenez déjà des médicaments. Il existe un équilibre délicat, une zone idéale, qui protège à la fois votre cœur et votre cerveau sans provoquer de vertige ou de chute. J'ai vu de nombreux patients dans ma carrière qui suivaient scrupuleusement les anciennes directives, pensant être totalement protégés. Je me souviens d'un monsieur de 74 ans, appelons-le Robert, qui était très fier de sa tension stable à 138 sur 85. Il se sentait bien, ne ressentait aucun symptôme particulier, et son médecin de l'époque lui avait dit que c'était normal pour son âge. Pourtant, Robert a commencé à remarquer une légère fatigue en montant les escaliers et des moments où sa vision devenait un peu floue, des signes subtils que ses petits vaisseaux sanguins subissaient une tension excessive malgré ces chiffres apparemment corrects. Ce que Robert ne savait pas, et ce que beaucoup ignorent encore, c'est que la rigidité des artères augmente naturellement avec l'âge, changeant la façon dont la pression impacte les organes vitaux comme les reins et le cerveau. Si votre médecin ne vous a pas parlé de ces nouvelles cibles adaptées aux seniors, ou s'il se base uniquement sur des protocoles standards sans tenir compte de votre fragilité individuelle, il se peut que votre traitement ne soit pas optimisé pour votre longévité et votre qualité de vie. 1. La nouvelle cible de 130 vs 140, le facteur sprint. La première chose à comprendre est que la définition d'une tension artérielle saine a évolué, en particulier grâce à une étude majeure appelée l'étude SPRINT. Cette recherche a comparé deux groupes de seniors, ceux qui visaient la cible standard de moins de 190 mmHg pour la pression systolique, le chiffre du haut, et ceux qui visaient une cible plus intensive de moins de 120 mmHg. Les résultats ont été surprenants et ont conduit de nombreuses associations médicales à revoir leurs recommandations. L'étude a montré que maintenir la tension systolique plus proche de 120 ou 130 plutôt que de se contenter de 140 réduisait considérablement le risque d'événements cardiovasculaires majeurs et, fait intéressant, de problèmes cognitifs légers. Cela suggère que même une tension légèrement haute peut avoir des effets cumulatifs sur le cerveau au fil des années. Cependant, il est crucial d'interpréter ces résultats avec prudence et nuance, car chaque senior est différent. Pour une personne de 75 ans robuste, active et sans autre problème de santé majeur, viser une tension autour de 130 peut offrir une meilleure protection à long terme. Mais pour une personne plus fragile, qui a tendance à faire des chutes ou qui prend de multiples médicaments, une cible trop basse peut être dangereuse. L'objectif n'est pas simplement d'atteindre un chiffre bas sur le tensiomètre, mais de garantir que le sang circule correctement vers tous les organes vitaux sans provoquer d'étourdissement ou de faiblesse. Je me souviens d'une patiente nommée Claire, âgée de 78 ans, qui avait lu des articles sur cette étude et avait insisté pour que son médecin augmente ses médicaments afin d'atteindre 120 de systolique. Elle y est parvenue, mais au prix de sa qualité de vie. Elle se sentait constamment fatiguée, avait la tête qui tournait chaque fois qu'elle se levait de son fauteuil et avait même failli tomber dans sa salle de bain. Nous avons dû revoir son traitement pour laisser sa tension remonter légèrement vers 130-135. Dès que nous avons fait cet ajustement, son énergie est revenue, ses vertiges ont disparu et elle se sentait de nouveau en sécurité pour sortir marcher. La leçon ici est que la meilleure tension est celle qui est la plus basse possible, tout en étant bien tolérée par votre corps, sans effets secondaires invalidants. Il est aussi important de noter que la pression diastolique, le chiffre du bas, a tendance à baisser naturellement après 60 ans à cause de la rigidité des artères. Si vous essayez de trop baisser le chiffre du haut, vous risquez de faire chuter le chiffre du bas en dessous de 60 ou 55, ce qui peut compromettre l'irrigation du cœur lui-même. C'est pourquoi la surveillance doit être globale. Une tension de 130-70 est souvent considérée comme idéale pour un senior en bonne santé, mais une tension de 120-50 pourrait être problématique. Ne vous focalisez pas uniquement sur le premier chiffre. L'écart entre les deux est tout aussi révélateur de la santé de vos artères. Pour appliquer cela,
Discutez avec votre médecin de votre cible personnelle. Ne demandez pas simplement « Est-ce que ma tension est bonne ?», mais demandez « Quel est l'objectif précis pour mon âge et ma condition physique ?» Si vous êtes actif et robuste, vous pouvez peut-être viser un peu plus bas pour protéger votre cerveau. Si vous avez des antécédents de chutes ou de vertiges, une cible légèrement plus élevée, autour de 135 ou 140, pourrait être plus sûre pour vous. La médecine moderne personnalise les soins et votre tension artérielle ne devrait pas faire exception à cette règle. Enfin, gardez à l'esprit que ces chiffres ne sont pas statiques. Votre tension fluctue tout au long de la journée en fonction de vos activités, de votre stress et de votre alimentation. Une seule mesure isolée chez le médecin ne suffit pas à déterminer votre moyenne réelle. C'est pourquoi la mesure à domicile, faite correctement, est souvent plus fiable que la mesure en cabinet, où l'effet blouse blanche peut fausser les résultats. Nous verrons dans le point suivant comment s'assurer que vos mesures à la maison sont d'une précision clinique pour guider ces décisions importantes. 2. Le protocole de la pause de 5 minutes, l'habitude de mesure. Une mesure précise de la tension artérielle est la fondation absolue de tout traitement ou ajustement de mode de vie. Malheureusement, la grande majorité des seniors, et même parfois des professionnels de santé pressés, commettent des erreurs techniques lors de la prise de tension qui peuvent fausser les résultats de 10 à 15 points. Si votre tensiomètre indique 150, alors que votre vraie tension au repos est de 135, vous risquez de recevoir des médicaments inutiles qui pourraient provoquer de l'hypotension et des chutes. La règle d'or est la pause de 5 minutes. Avant même de mettre le brassard, vous devez vous asseoir confortablement dans une chaise avec dossier, les pieds à plat sur le sol, et rester totalement silencieux et immobile pendant au moins 5 minutes. Cette période de repos permet à votre système cardiovasculaire de revenir à son état de base. Si vous venez de marcher, de monter un escalier, ou même si vous êtes simplement resté debout, votre tension sera artificiellement élevée. De plus, la position du corps est critique. Le dos doit être soutenu. Si vous devez utiliser vos muscles dorsaux pour vous tenir droit sur un tabouret, cela augmente légèrement la tension. Les jambes ne doivent jamais être croisées au niveau des genoux ou des chevilles, car cela comprime les veines et peut faire monter la pression systolique de 2 à 8 points. Le bras doit reposer sur une table à la hauteur du cœur, la paume ouverte vers le haut. Si le bras pend le long du corps ou s'il est tenu en l'air par la force musculaire, la mesure sera inexacte. J'ai eu un patient, M. Durand, 82 ans, qui s'inquiétait énormément parce que ses relevés à la maison étaient toujours autour de 160-90. Son médecin envisageait d'ajouter un 3e médicament. En discutant avec lui, j'ai découvert qu'il prenait sa tension assis sur le bord de son lit, sans dossier, les jambes pendantes, souvent juste après avoir pris son petit déjeuner et en écoutant la radio. Je lui ai appris le protocole strict, s'asseoir à table, le dos bien calé, les pieds au sol, le brassard directement sur la peau, pas sur une manche de chemise, et surtout le silence absolu. Pas de télévision, pas de radio, pas de conversation. Dès qu'il a appliqué ces règles, sa moyenne est tombée à 135-80, ce qui était parfaitement acceptable. Il a évité un traitement lourd et inutile, simplement en corrigeant sa technique de mesure. Un autre détail souvent négligé est la taille du brassard. Un brassard trop petit pour votre bras donnera des lectures faussement élevées, tandis qu'un brassard trop grand donnera des lectures faussement basses. Si vous ressentez une douleur ou un pincement excessif lorsque le brassard se gonfle, il est possible qu'il soit trop petit. Vérifiez toujours que l'index de taille sur le brassard tombe dans la zone OK ou normale lorsque vous l'attachez. Si vous avez un doute, apportez votre appareil lors de votre prochaine consultation pour le comparer avec celui de votre médecin. C'est une étape simple qui peut radicalement changer la gestion de votre santé. Le moment de la mesure est tout aussi important que la technique. La tension artérielle suit un rythme circadien naturel. Elle est généralement plus basse la nuit pendant le sommeil et commence à remonter quelques heures avant le réveil. Elle atteint souvent un pic le matin. Pour avoir une image fiable, essayez de prendre votre tension à 2 moments de la journée. Le matin avant de prendre vos médicaments et avant le petit déjeuner, et le soir avant le dîner. Prenez 2 ou 3 mesures consécutives à 1 minute d'intervalle et faites la moyenne. Ne vous fiez jamais à une seule mesure isolée.
surtout si elle semble anormale. Si le premier chiffre est élevé, respirez calmement et recommencez. Souvent, la deuxième ou la troisième mesure est plus proche de la réalité, car l'anxiété de la mesure s'est dissipée. Enfin, tenez un journal de vos mesures. Ne vous contentez pas de dire à votre médecin « c'était un peu haut la semaine dernière ». Apportez des chiffres précis, datés et notés. Cela permet au médecin de voir les tendances réelles plutôt que des points isolés. Si vous remarquez que votre tension est toujours plus élevée le lundi matin ou après un repas salé, notez-le aussi. Ces informations contextuelles sont précieuses pour ajuster votre traitement de manière précise. Une mesure rigoureuse est votre meilleur outil de défense contre la surmédication et les complications à long terme. C'est un acte d'autonomie et de responsabilité envers votre propre santé. 3. La respiration guidée. 4, 7, 8. Levier immédiat. Il existe des moments où vous pouvez sentir votre tension monter, peut-être à cause d'un stress soudain, d'une contrariété ou simplement de l'anxiété avant un rendez-vous médical. Dans ces moments-là, vous avez un outil puissant et immédiat à votre disposition qui ne nécessite aucun équipement, votre respiration. La technique 4-7-8 est une méthode de respiration rythmique qui agit directement sur votre système nerveux parasympathique, le frein naturel de votre corps. Contrairement au système sympathique qui accélère le cœur et contracte les vaisseaux sanguins, la réaction de lutte ou de fuite, le système parasympathique ralentit le rythme cardiaque et favorise la relaxation des parois artérielles, ce qui peut faire baisser la tension systolique de manière significative en quelques minutes. La technique est simple mais doit être pratiquée avec précision pour être efficace. Commencez par vider complètement vos poumons d'air. Ensuite, inspirez calmement par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Retenez votre respiration pendant 7 secondes. Enfin, expirez complètement par la bouche en faisant un son de whoosh, comme si vous souffliez une bougie, en comptant jusqu'à 8. Ce rythme spécifique force votre esprit à se concentrer sur le comptage, interrompant les pensées anxieuses. Et la longue expiration stimule le nerf vague, qui envoie un signal de calme immédiat à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins. Je me souviens d'un patient, Monsieur Leblanc, 70 ans, qui souffrait de ce qu'on appelle l'hypertension de la blouse blanche. Sa tension était normale chez lui, mais dès qu'il entrait dans le cabinet médical, elle grimpait à 180-100. Cela inquiétait ses médecins qui ne savaient plus s'ils devaient le traiter ou non. Je lui ai appris la technique 4-7-8 et lui ai conseillé de la pratiquer dans la salle d'attente avant chaque consultation. Lors de sa visite suivante, il a fait 4 cycles de cette respiration juste avant qu'on l'appelle. Sa tension a été mesurée à 150-155, une amélioration notable par rapport à ses chiffres habituels en cabinet. Avec de la pratique régulière, il a réussi à mieux contrôler son anxiété physiologique et à obtenir des mesures plus représentatives de sa vraie santé. Il est important de comprendre que cette technique n'est pas un remplacement pour vos médicaments, mais un complément puissant pour gérer les pics de tension liés au stress ou à l'émotion. Vous pouvez l'utiliser n'importe où, assis dans votre voiture dans les embouteillages, devant la télévision si les nouvelles vous agitent, ou même dans votre lit si vous avez du mal à vous endormir. En plus de baisser la tension momentanément, elle aide à réduire les niveaux globaux d'hormones de stress comme le cortisol, qui lorsqu'elles sont chroniquement élevées, contribuent à l'hypertension à long terme. C'est une petite habitude qui, répétée plusieurs fois par jour, peut avoir un impact cumulatif positif sur votre santé cardiovasculaire. Pour commencer, essayez de faire ce cycle de respiration. Inspirez 4, retenir 7, expirer 8, 4 fois de suite, 2 fois par jour. Ne forcez pas la rétention si 7 secondes vous semblent trop longues au début. Vous pouvez réduire proportionnellement le temps, par exemple 3, 5, 6, jusqu'à ce que vos poumons s'habituent. L'essentiel est que l'expiration soit toujours plus longue que l'inspiration. Cette expiration prolongée est la clé physiologique pour déclencher la réponse de relaxation. Vous sentirez peut-être une légère tête qui tourne les premières fois. C'est un signe que vous vous oxygénez différemment et que votre tension baisse. Restez assis et respirez normalement jusqu'à ce que cela passe. Une autre astuce liée à la respiration est d'éviter de parler pendant l'effort physique si vous êtes hypertendu. Parler en marchant vite ou en montant un escalier demande beaucoup d'oxygène et peut faire grimper la tension plus haut que nécessaire. Si vous faites de l'exercice,
concentrez-vous sur une respiration régulière et nasale. La respiration par le nez filtre et réchauffe l'air, mais surtout, elle favorise une meilleure oxygénation du sang grâce à la production d'oxyde nitrique dans les sinus, un gaz qui aide à dilater les vaisseaux. Intégrer ces habitudes respiratoires simples dans votre quotidien est un moyen gratuit, sûr et efficace de soutenir vos artères vieillissantes. C'est une stratégie que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, sans attendre. Elle vous redonne un certain contrôle sur votre corps et vos réactions. Au lieu de vous sentir victime de votre tension qui monte, vous avez une action concrète à entreprendre pour l'apaiser. Cela réduit le sentiment d'impuissance qui accompagne souvent les maladies chroniques et renforce votre confiance en votre capacité à gérer votre santé. 4. La stratégie du potassium invisible. Quand on parle de tension artérielle, le premier conseil est presque toujours manger moins de sel. Et bien que réduire le sodium soit important, c'est souvent une bataille difficile et frustrante pour les seniors qui trouvent là que leur nourriture devient fade. Ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que le sodium n'agit pas seul. Il fonctionne en équilibre avec un autre minéral crucial, le potassium. En fait, augmenter votre apport en potassium peut être tout aussi efficace, voire plus, que de réduire le sel, car le potassium aide vos reins à excréter l'excès de sodium par l'urine et détend directement les parois de vos vaisseaux sanguins. C'est une stratégie d'ajout plutôt que de soustraction, ce qui est psychologiquement plus facile à maintenir. La plupart des gens pensent immédiatement aux bananes quand on parle de potassium, mais il existe de nombreuses autres sources, souvent plus riches et mieux adaptées au repas quotidien des seniors. Les pommes de terre, par exemple, sont une excellente source, surtout si vous mangez la peau. Une pomme de terre moyenne cuite au four contient plus de 2 fois plus de potassium qu'une banane. Les patates douces, les épinards cuits, les avocats et les haricots blancs sont également des champions du potassium. L'objectif est d'intégrer ces aliments invisibles dans vos repas habituels, sans avoir l'impression de suivre un régime strict. Je pense à une patiente, Madame Martin, 76 ans, qui détestait cuisiner sans sel. Elle trouvait ses repas tristes et finissait souvent par grignoter du fromage ou de la charcuterie pour compenser, ce qui aggravait sa tension. Plutôt que de lui interdire le sel, nous avons convenu d'une nouvelle règle. À chaque repas, elle devait inclure une portion d'un aliment riche en potassium. Elle a commencé à ajouter des tranches d'avocat à ses tartines du matin et à manger une petite pomme de terre vapeur avec son déjeuner. En quelques semaines, sans même qu'elle s'en rende compte, son envie de sel a diminué et sa tension systolique a baissé de 8 points. Elle ne se sentait pas privée, mais au contraire, elle mangeait mieux et avec plus de plaisir. Cependant, une mise en garde importante s'impose pour les seniors. Si vous avez des problèmes rénaux ou si vous prenez certains médicaments pour la tension, comme les inhibiteurs de l'ECA ou les diurétiques épargneurs de potassium, vous devez absolument consulter votre médecin avant d'augmenter significativement votre apport en potassium. Vos reins pourraient avoir du mal à éliminer l'excès, ce qui peut entraîner une hyperkaliémie, une condition dangereuse pour le rythme cardiaque. C'est pourquoi l'apport par les aliments est préférable aux suppléments. Il est très difficile d'atteindre des niveaux toxiques uniquement avec de la nourriture chez une personne ayant une fonction rénale normale, alors que les pilules de potassium peuvent rapidement causer des problèmes. Une façon simple d'augmenter votre potassium est de remplacer certains accompagnements riches en amidon raffiné, comme le riz blanc ou les pâtes classiques, par des légumineuses ou des légumes racines. Par exemple, une soupe de lentilles ou de haricots blancs est non seulement réconfortante et facile à digérer, mais elle est aussi une bombe de potassium et de fibres bénéfiques pour le cœur. Les fibres aident également à réguler la glycémie et le cholestérol, offrant un double bénéfice pour votre système cardiovasculaire. Pensez aussi aux fruits secs comme les abricots ou les pruneaux, qui peuvent être ajoutés à un yaourt ou mangés comme collation, mais avec modération en raison de leur teneur en sucre. Il est aussi utile de savoir que la cuisson à l'eau peut faire fuir une partie du potassium des légumes dans l'eau de cuisson. Pour maximiser votre apport, privilégiez la cuisson à la vapeur, au four, ou utilisez l'eau de cuisson pour faire des soupes ou des sauces. Cela permet de conserver tous les minéraux précieux. Une petite modification dans la méthode de préparation peut ainsi augmenter la valeur nutritionnelle de votre assiette sans changer les ingrédients.
C'est une approche douce et durable. 5. Les nitrates. Naturels au déjeuner, betterave et roquette. Si le potassium est le gardien de l'équilibre, les nitrates alimentaires sont les véritables dilatateurs de vos artères. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins deviennent naturellement plus rigides, comme de vieux tuyaux de jardin laissés au soleil. Cette rigidité oblige le cœur à pomper plus fort, augmentant la pression systolique. Heureusement, votre corps possède un mécanisme de réparation intégré, l'oxyde nitrique. C'est un gaz miracle qui, lorsqu'il est libéré dans le sang, dit à vos artères de se détendre et de s'élargir instantanément. Le problème, c'est que notre capacité naturelle à produire ce gaz diminue de moitié après 60 ans. C'est là que l'alimentation stratégique entre en jeu pour compenser ce déficit. Les champions absolus de la production d'oxyde nitrique sont les légumes riches en nitrates naturels, en particulier la betterave rouge et la roquette. Lorsque vous mangez ces aliments, les bactéries présentes dans votre bouche convertissent les nitrates en nitrites, qui sont ensuite transformés en oxyde nitrique dans votre estomac et absorbés dans le sang. Des études cliniques ont montré qu'un simple verre de jus de betterave pouvait faire baisser la tension systolique de 5 à 10 points en seulement quelques heures, un effet comparable à une faible dose de médicaments antihypertenseurs. J'ai une patiente, Madame Bernard, 72 ans, qui avait une tension limite à 145/85 malgré un traitement léger. Elle refusait catégoriquement d'ajouter un autre cachet. Je lui ai suggéré d'essayer un shot de jus de betterave, environ 150 ml, chaque matin au petit déjeuner pendant 2 semaines. Elle a trouvé le goût terreux, un peu spécial au début, mais elle l'a mélangé avec un peu de jus de pomme pour le faire passer. Au bout de 15 jours, sa mesure matinale à domicile était descendue à une moyenne de 132/80. Elle était stupéfaite. Non seulement sa tension était meilleure, mais elle se sentait plus énergique pour ses promenades l'après-midi, car l'oxyde nitrique améliore aussi l'oxygénation des muscles. Il est important de noter que pour que cette conversion magique se produise, vous avez besoin des bactéries de votre bouche. Si vous utilisez un bain de bouche antiseptique fort tous les matins, vous tuez ces bonnes bactéries et annulez les bénéfices des nitrates. Une étude a même montré que l'utilisation quotidienne de bains de bouche antibactériens pouvait augmenter la tension artérielle. Donc, si vous voulez profiter des bienfaits de la betterave ou de la roquette, brossez-vous les dents normalement, mais évitez les rince-bouche agressifs juste après. Si le jus de betterave n'est pas votre tasse de thé, la roquette est une alternative fantastique. C'est l'un des légumes les plus riches en nitrates au monde. Une simple poignée de roquette ajoutée à votre salade, sur une omelette ou dans un sandwich, peut suffire à stimuler votre production d'oxyde nitrique. D'autres légumes comme les épinards, le céleri et la laitue sont aussi de bonnes sources, mais la betterave et la roquette restent les plus concentrées. C'est une stratégie alimentaire ajoutée qui ne demande pas de supprimer quoi que ce soit, mais simplement d'enrichir votre assiette. Une petite mise en garde pour ceux qui sont sujets aux calculs rénaux d'oxalate, les betteraves et les épinards sont riches en oxalate. Si c'est votre cas, modérez votre consommation ou optez plutôt pour la roquette ou le jus de betterave fermenté qui en contient moins. Comme toujours, l'équilibre est la clé. N'allez pas boire 1 litre de jus par jour. Un petit verre ou une portion régulière suffit pour voir des effets. Enfin, sachez que l'effet des nitrates dure environ 6 à 24 heures. Pour maintenir une tension stable, l'idéal est d'en consommer régulièrement, un peu comme vous prendriez vos médicaments chaque jour. C'est une habitude alimentaire, pas un remède miracle unique. En intégrant ces aliments vasodilatateurs à votre routine, vous aidez mécaniquement vos artères à rester souples, contrecarrant l'un des effets majeurs du vieillissement. 6. La gestion de l'hypotension orthostatique, sécurité senior. Nous parlons beaucoup de faire baisser la tension, mais après 70 ans, il existe un danger inverse tout aussi sérieux, l'hypotension orthostatique. C'est cette chute brutale de tension qui survient lorsque vous passez de la position couchée ou assise à la position debout. Pour un jeune adulte, le corps ajuste cela instantanément, mais chez un senior, les capteurs de pression sont plus lents à réagir, et les vaisseaux sanguins plus rigides ne se contractent pas assez vite pour envoyer le sang vers le cerveau. Résultat, vertige, voile noir devant les yeux et risque majeur de chute. C'est un problème que je vois très souvent chez les patients qui sont trop bien traités pour leur hypertension. Monsieur Richard,
85 ans, prenait 3 médicaments différents pour sa tension. Ses chiffres assis étaient parfaits, autour de 125/70, mais il se plaignait de faiblesse terrible après le déjeuner et avait peur de se lever la nuit pour aller aux toilettes. Nous avons mesuré sa tension debout, elle chutait à 95/50 en moins d'1 minute. C'était la cause de ses malaises. Son traitement était trop fort pour son système de régulation vieillissant. Nous avons allégé ses doses, acceptant une tension assise un peu plus haute, 140, pour garantir sa sécurité debout. Depuis, il n'a plus de vertige et marche avec beaucoup plus d'assurance. Pour savoir si vous êtes concerné, faites le test à la maison avec votre tensiomètre ou demandez à votre médecin. Prenez votre tension après 5 minutes de repos assis, puis levez-vous et reprenez-la immédiatement, dans la minute qui suit, puis encore une fois après 3 minutes debout. Si votre pression systolique, le chiffre du haut, chute de 20 points ou plus, ou si la diastolique, le chiffre du bas, chute de 10 points, vous faites de l'hypotension orthostatique. C'est un signal d'alarme. Parlez-en à votre médecin, car cela peut nécessiter un ajustement de vos médicaments. Une astuce simple pour gérer cela au quotidien est l'hydratation stratégique. Boire 2 grands verres d'eau, environ 300-400 mm, rapidement le matin au réveil, peut augmenter votre tension de manière significative pendant environ 1 heure grâce à un réflexe du système nerveux. C'est particulièrement utile si vous avez tendance à être mou le matin. De même, évitez les repas trop copieux et riches en glucides, pâtes, riz blanc, le midi, car la digestion massive détourne le sang vers l'estomac, ce qui peut faire chuter la tension ailleurs. C'est l'hypotension postprandiale. Préférez des repas plus petits et fractionnés. Apprenez aussi à vous lever par étapes. Ne bondissez jamais du lit ou du fauteuil. Asseyez-vous d'abord au bord du lit pendant 1 minute, faites quelques mouvements de cheville pour activer la pompe musculaire de vos mollets, puis levez-vous lentement en vous tenant à quelque chose de stable. Cette pompe musculaire est cruciale. Quand vous marchez, les muscles de vos jambes compriment les veines et aident à faire remonter le sang vers le cœur. C'est pourquoi rester debout immobile est souvent plus difficile que de marcher pour quelqu'un qui a ce problème. Si vous devez rester debout longtemps, dans une file d'attente par exemple, croisez les jambes ou montez sur la pointe des pieds régulièrement. Ces petites contractions musculaires suffisent de souvent à maintenir la pression et à éviter le malaise. Le port de bas de contention peut aussi être une aide précieuse, bien que souvent peu appréciée pour le confort, car ils empêchent le sang de stagner dans les jambes. Rappelez-vous, une tension parfaite sur le papier ne vaut rien si elle vous fait tomber. La priorité absolue après 70 ans est d'éviter les chutes qui peuvent être le début d'une perte d'autonomie en cascade. N'ayez pas peur de dire à votre médecin si vous ressentez des vertiges. C'est aussi important que le chiffre qui s'affiche sur l'écran. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 50 ans qui pourrait bénéficier de ces conseils précis et rassurants, partagez cette vidéo avec lui. C'est peut-être l'information qui changera sa gestion quotidienne. Et abonnez-vous pour recevoir plus de conseils de santé simples, clairs et adaptés à votre réalité. Prenez soin de vous.